Bonjour, je m'appelle Alessandro Parente et je suis vice-doyen à la transition, à l'impact sociétal et aux relations avec les entreprises de l'École polytechnique de Bruxelles. Vous savez que notre école s'est engagée depuis plus de 2 ans maintenant à introduire la transition dans son offre de cours. Nous avons atteint cet objectif. Nous avons en fait modifié plus que 30 ECTS crédits de cours qui ont maintenant en fait la transition au sein de la matière. Et nous sommes lancés maintenant pour la modification des programmes de master. Nous avons aussi lancé des initiatives de sensibilisation. À la salle de prof, notre série YouTube a été vraiment un très grand succès. Nous avons touché différents aspects de la transition avec des membres de notre école, mais aussi des profs de l'ULB. Cette année, nous avons eu en fait notre 2e édition de la Semaine de la transition. Et nous avons en fait voulu montrer que notre école est aussi très active en recherche en matière de transition énergétique. Et donc nous avons demandé à des chercheurs de notre faculté d'aller partager leurs recherches dans les salles de cours et dans les auditoires. Et donc c'est pour ça que nous avons pensé et réfléchi à ces formats. Ma thèse durable en 180 secondes. Vous allez en fait écouter des chercheurs de cette faculté qui vont partager leurs recherches passionnantes en matière de transition. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis Yetnis Savdiaï, un doctorant assistant du service aérothermomécanique de l'École polytechnique de Bruxelles et je travaille maintenant depuis un peu plus de 2 ans sur l'électrification de procédés industriels à haute température. Pourquoi, vous allez me dire? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le secteur industriel est responsable d'environ 1/3 des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et si on veut atteindre nos objectifs climatiques, la transition énergétique de ce secteur va jouer un rôle clé. Ce qui rend la chose difficile, c'est la forte demande en énergie à moyenne et haute température du secteur. Et comme le montre cette projection de l'Agence internationale de l'énergie, il va falloir combiner toute une série de petites solutions pour atteindre nos objectifs. Mon rôle consiste à explorer, étudier la transition de procédés utilisant des combustibles carbonés, le gaz naturel en l'occurrence, vers des procédés hybrides électriques. Là, on peut électrifier et utilisant potentiellement de l'e-fuel, donc des carburants bas carbone. Là, on ne peut pas électrifier pour remplacer les carburants carbonés. Alors, le procédé étant assez difficile à modéliser de par le grand nombre de petits sous-systèmes qui le composent, on passe par des modélisations intermédiaires, comme par exemple la modélisation de la chauffe électrique, pour voir si ça tient toujours la route. Donc on change de paradigme, on utilise quelque chose qui était carboné, quelque chose qui ne l'est plus, voir si les paramètres essentiels pour les industriels sont toujours OK. Une fois que ceci est fait, donc on utilise des modèles 3D, des simulations numériques, on valide ceci expérimentalement pour voir si nos modèles fonctionnent vraiment. Une fois que tout est bien corrélé, alors on essaie d'appliquer ça à tous les sous-systèmes pour modéliser l'entièreté du procédé industriel. Ici, les résultats montrés sont ceux d'un four industriel de réchauffement thermique pour l'industrie de l'acier qui sera utilisé dans le secteur automobile et le secteur de la construction. Et les paramètres importants sont l'atmosphère à l'intérieur du four, la vitesse à combustion chimique, ainsi que la température des petits blocs d'acier qu'on appelle Bram, d'où le nom de ce genre de procédé, four à Bram. On peut conclure ici que les résultats sont assez concluants car on obtient toujours des paramètres qui sont bons pour les industriels et grâce à la compétence en combustion propre du service ATM, on pourrait avoir un procédé qui serait virtuellement neutre en carbone grâce à l'utilisation d'e-fuel. Et alors maintenant, il ne reste plus qu'à valider tout ça sur le procédé réel avant d'essayer d'optimiser le procédé car au final, le meilleur moyen de décarboner, c'est de ne plus émettre d'émissions du tout. Bonjour, je suis Alessandro Piscopo, doctorant au service ATM et je vais vous parler de la durabilité de ma thèse en moins de 3 minutes. Donc je travaille sur le design d'un brûleur à hydrogène pour les microturbines à gaz et je vais diviser cette discussion en 3 parties. La première partie, c'est la combustion. Il est juste de se poser la question, est-ce que la combustion est indispensable demain? Effectivement, la combustion va émettre des produits en sortie qui sont plus ou moins néfastes pour l'environnement. Cependant, il y a des secteurs qui sont très difficiles à électrifier, comme le secteur énergétique, qui nécessiteront la combustion demain. De plus, si on procède à une électrification massive, on aura des difficultés à suivre en termes de production d'électricité. C'est pourquoi la combustion en aura besoin. Dans la combustion, il y a 3 acteurs principaux, l'air, le carburant et une source de chaleur. La manière dont ces 3 acteurs principaux vont interagir dictera le processus de combustion et la flamme.
Cette flamme va générer certaines émissions en sortie qui seront donc plus ou moins néfastes pour l'environnement, comme l'est le CO2. Mon travail se concentre sur une microturbine à gaz qui va opérer selon le même cycle qu'une turbine à gaz mais à plus petite échelle. Dans un premier temps, l'air est compressé et préchauffé avant d'entrer dans la chambre de combustion où elle rencontrera le carburant. Cette rencontre créera une flamme dont la chaleur sera utilisée pour engendrer la rotation d'une turbine qui elle-même est reliée à un générateur produisant de l'électricité. La chaleur résiduelle sortie de cette turbine servira à 1. La préchauffe de l'air et 2. Chauffer de l'eau pour distribuer aux consommateurs. On appelle ça une unité de cogénération car on produit à la fois électricité et chaleur. C'est aussi une unité de cogénération très flexible qui pourrait être très utile dans le cas où on a de plus en plus de renouvelables dans le mix énergétique. Les renouvelables étant difficilement prévisibles, il faut pouvoir se couvrir et donc des temps de réponse faibles sont indispensables. Cependant, dans les microturbines à gaz, on a tendance à brûler du gaz naturel qui a plus de 90% du méthane et qui contient du carbone dans le carburant. Si on contient du carbone dans le carburant, c'est inévitable, on va émettre du CO2 en sortie et ça, on voudrait l'éviter. Une bonne alternative pour éviter le carbone en sortie, c'est de passer à l'hydrogène. Le problème, c'est que l'hydrogène, il a des propriétés bien différentes du méthane, comme son volume. L'hydrogène va prendre 8 fois le volume du méthane pour la même masse, ou encore sa réactivité, car l'hydrogène est 2,5 fois plus puissant que le méthane. Donc on va atteindre des températures dans la chambre bien plus hautes qui risqueraient d'endommager le dispositif expérimental et c'est pourquoi mon travail se porte sur l'analyse numérique. Donc à l'aide de simulations, je vais simuler tout d'abord des points expérimentaux connus pour voir si les simulations sont valides ou pas et ensuite explorer des régions inconnues pour voir si on peut ensuite tester ça sur la machine sans l'endommager. Donc la combustion, c'est pas encore fini, il faut juste essayer de la rendre plus efficace et plus propre. Bonjour, je suis Diana, je suis doctorante au service Bâtir. Ma thèse adresse l'utilisation des géopolymères pour la stabilisation des sols. Chaque année, 4 milliards de tonnes de ciment sont utilisées dans le domaine de la construction. Alors que la production de cette quantité de ciment produit presque 2,5 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est énorme. Alors, la tendance actuelle des chercheurs est de trouver un matériau durable alternatif pour substituer le ciment dans le domaine de la construction. Les géopolymères sont un produit alternatif qui ont été introduits vers les 1970 et qui désignent les matériaux alcalins activés. En fait, une recherche qui compare deux types de béton, l'un formé avec du ciment ordinaire et l'autre avec du géopolymère, a montré que la production du béton géopolymère réduit presque 10 fois la consommation de l'énergie et l'émission du CO2. Alors, c'est quoi les géopolymères? Les géopolymères sont le résultat d'une réaction entre deux types de matériaux, le précurseur et l'activateur. Le précurseur est un matériau riche en silice et alumine. C'est normalement une poudre, alors que l'activateur est une solution liquide alcaline qui est responsable de la dissolution du précurseur pour former un liant géopolymère. Les précurseurs sont normalement un déchet ou bien un sous-produit, comme par exemple les centres volantes ou bien les laitiers de haut fourneau. Donc, en utilisant ce type de matériaux dans la production des géopolymères, on est en train de servir l'économie circulaire et de limiter l'entreposage de ce type de matériaux dans les centres d'enfouissement technique. Dans cette thèse, on utilise le liant géopolymère pour stabiliser les sols. Donc, en ajoutant le liant géopolymère à un sol avec des propriétés mécaniques faibles, on obtient un sol stabilisé avec des propriétés mécaniques et de durabilité supérieures. Ainsi, en stabilisant un sol de mauvaise qualité sur les chantiers de construction, on permet leur utilisation et on évite leur remplacement. Ainsi, encore une fois, on vient de servir l'économie circulaire et de diminuer les frais de transport des matériaux et diminuer l'émission du CO2. Enfin, comme résultat dans cette thèse, on a remarqué que la stabilisation des sols avec des géopolymères augmente presque 10 fois la capacité des matériaux à la compression simple, comme montré dans ce graphique, et ainsi la résistance à la compression simple augmente avec le temps. Bonjour, je m'appelle Oudi Younes, je suis doctorant au service d'automatique et d'analyse des systèmes et je travaille sur la possibilité de production d'hydrogène vert grâce aux éoliennes en mer. Comme vous le savez, une éolienne produit de l'énergie électrique grâce au vent. Ce dernier étant un phénomène naturel et aléatoire qui varie dans le temps, a pour conséquence qu'une éolienne produit une puissance qui varie aussi dans le temps. Malheureusement, cette puissance
est en désaccord avec la puissance demandée par le réseau électrique. Parfois on en a plus, parfois on en a moins. C'est pour ça que pour remédier à ce problème, l'industrie actuelle envisage de passer vers l'hydrogène. L'idée est très simple, de prendre une éolienne en mer, de mettre un électrolyseur juste à côté et de produire l'hydrogène vert, comme ça qu'on peut l'utiliser par la suite dans différents domaines. Malheureusement, ce système, ce micro-réseau qui a l'air très simple, est instable, il ne va pas marcher, parce que la puissance générée par une éolienne est quelque chose qui varie rapidement dans le temps, tandis qu'un électrolyseur a une puissance qui varie en entrée, qui doit varier lentement dans le temps. Ceci peut être vu comme deux voitures dans un rond-point, où la première a une vitesse qui varie rapidement dans le temps, tandis que la deuxième a un temps de réaction lent. Et donc, si jamais la première voiture change de vitesse rapidement, la deuxième n'aura pas assez de temps pour s'adapter à cette nouvelle vitesse, ce qui va créer une collision entre les deux voitures. Donc, pour remédier à ce problème, nous proposons d'ajouter une batterie entre l'éolienne et l'électrolyseur afin d'amortir cette transition de puissance. Cette batterie peut être vue comme un ressort entre les deux voitures citées dans l'exemple précédemment, qui va s'étendre ou se comprimer pour donner à la deuxième voiture assez de temps pour s'adapter à la vitesse de la première voiture. Maintenant, la question qui se pose, qui est aussi l'une de mes problématiques de mon doctorat, c'est quelle doit être la taille de la batterie pour stabiliser ce système. On ne va pas prendre la plus grande dans le monde, ni celle qu'on peut acheter au supermarché. Il faut trouver le juste compromis.